Bonjour, nous voici pour ce cours numéro 4 du 17 novembre. Dans notre thème, regard croisé sur le chômage à travers les principaux courants de l'analyse économique. Dans le premier cours que nous avions fait à CEMEAC, je vous rappelle, j'avais fait un petit panorama de pensée économique rapide qui me servirait par la suite. Et ensuite, nous avions commencé, dans le cours numéro 2, toujours à CEMEAC, à faire une histoire de la notion de chômage. Et au cours de ce travail, nous avions montré comment la notion de chômage s'autonomisait progressivement par rapport à la notion de pauvreté. Et la fois dernière, dans le cours numéro 3, nous avions fait un pas de plus et nous avions montré comment finalement la notion de chômage tendait à se démarquer moins de la pauvreté que de la notion d'emploi. Et donc, à travers ce qu'on appelle l'institutionnalisation du chômage, nous avons montré que c'est à travers la création d'institutions, la construction de relations organisées, institutionnelles, que la notion de chômage se précise. Alors, c'était le premier point qui nous avait occupé, et on avait montré que le chômage devenait au tournant du 19e au 20e siècle un fait social, comme le disait le sociologue français Émile Durkheim, et également nous avions montré que le rapport salarial, nous allons revenir sur le salariat, ce rapport salarial se modifiait et la condition salariale évoluait, et donc ce n'était pas sans retentissement sur l'emploi, bien sûr, mais surtout sur le chômage. Et donc, en particulier en France, nous avions terminé la séance en montrant comment le droit avait lui-même été affecté par ces questions-là, et nous avions montré comment on était passé à propos du travail d'un simple contrat de louage, où le travail était une marchandise ordinaire dans le droit civil, à un droit spécifique, un droit du travail, où se mettait en place un lien de subordination entre le salarié donc et une entité collective qui allait être l'entreprise. Alors, regardons aujourd'hui l'idée que, pour poursuivre, que la reconnaissance du chômage eh bien, passe par sa reconnaissance comme un risque social de l'existence, et comment il va être pris en compte dans la protection sociale qui se met en place timidement au fin 19e et début 20e, et surtout à partir de la mi-20e siècle. Alors, les conséquences du chômage ont été initialement perçues et prises en compte par certaines entreprises dans un esprit de paternalisme, qui offre aux salariés et à leurs familles une tutelle sociale assez complète. Donc, on peut penser à Michelin à Clermont, à Peugeot à Montbéliard, et comment on travaille Peugeot, mais on vit Peugeot, on travaille Michelin, mais on vit Michelin, dans le club de foot, dans la bibliothèque, dans la fanfare, dans le magasin, sûrement aussi pour la vie quotidienne, et comment il y a une intégration assez forte du travail et de la vie à travers ces entreprises familiales, alors certes très grandes bien sûr, et qui en ont les moyens. Alors aujourd'hui, voilà, quand on dit paternaliste, on sourit un petit peu avec un rictus. Bon, pourquoi pas. Mais il faut savoir que, par exemple, chez les socialistes utopistes du 19e siècle, comme Charles Fourier, par exemple, eh bien, vous aviez des projets, des utopies, pour améliorer radicalement le sort des personnes au travail à travers la notion de son phalanstère, par exemple, où il pensait l'organisation de l'usine, des habitats collectifs, de l'hygiène, de la culture, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des loisirs, finalement, et comment, finalement, on n'est peut-être pas très loin
alors qu'on soit d'accord ou pas, hein, mais de ce qu'on essayait de faire, sans forcément être socialiste, mais des grands patrons d'industrie. Il y a toujours un aspect intérêt, je verse un salaire, mais finalement je le récupère parce que les magasins dans lesquels les gens font les courses m'appartiennent. Bon, d'accord, mais par rapport à la protection sociale et à la prise en charge de l'ouvrier, euh, il y a quand même quelque chose, parce qu'on voit ces ouvriers, ils étaient quand même des fois plus contents d'être dans ces systèmes-là qu'en dehors, où c'était quand même une vie beaucoup plus dure. Hein. Je dis pas facile, mais c'était facile dans les ensembles intégrés, mais voilà, il y avait une plus grande difficulté en dehors du paternalisme. Donc le paternalisme, donc on ricane un peu, hein, mais ce paternalisme, pour l'époque, était progressiste. Alors, il reposait bien sûr sur la bonne volonté, pas sur les droits, c'est sa grande limite, hein, comme la charité. Alors, il y avait aussi à côté du paternalisme entrepreneurial, vous aviez des institutions spécifiques, ancêtres des syndicats, hein, qui n'ont pas été reconnus très tôt et tous en même temps dans les différents pays. Et donc, c'était par exemple les sociétés de secours mutuels, hein, où des salariés, des ouvriers se groupaient, alors plutôt des ouvriers qualifiés, hein, cotisaient, faisaient une caisse commune, une caisse d'entraide. Hein. Alors officiellement, c'était pas un syndicat, bien sûr. Hein. Tout l'art était bien sûr de jouer sur la limite. Quoi. En France, on avait aussi des sociétés comme ça, et puis on avait ces institutions que sont les bourses du travail, hein, cherchant à protéger contre le risque du chômage, en indemnisant le travailleur ou en facilitant peut-être des recherches d'emploi, en proposant des services. Voilà. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les syndicats développent des systèmes d'assurance au chômage, mais alors vraiment exclusivement pour leurs propres membres. Hein, c'est presque plus des clubs services que des syndicats. Hein. Alors, c'est un début d'institutionnalisation, puisque des organismes qui, bien sûr, qui sont reconnus, vont prendre en charge la notion, enfin les chômeurs, hein, les gens qui sont comme tels. Mais l'institutionnalisation va quand même marquer une avancée significative lorsqu'elle va être prise en charge par des institutions publiques et ou paritaires, c'est-à-dire réunissant des syndicats d'employés et des syndicats d'employeurs. Alors, un petit parcours international. En Grande-Bretagne, le National Insurance Act britannique en 1911 lui repose sur un financement tripartite, salariés, employeurs et État, et il indemnise les salariés non imposés en cas de maladie, d'invalidité ou de chômage. C'est le système qu'on appelle le système de la DOLE, D-O-L-E. En France, on a un Fonds national de chômage qui est créé en 2014 pour compléter les systèmes de secours municipaux liés aux bourses du travail. Et il va accompagner la guerre et perdurer après la guerre, dans l'immédiate après-guerre, après Première Guerre mondiale, pour répondre aux difficultés de recrutement, enfin de reclassement, pardon, des personnels démobilisés. Il durera un petit peu comme ça, il traînera jusqu'à des systèmes plus organisés en 1945. L'Allemagne a des bureaux de placement à gestion paritaire, donc salariés-employeurs, dès 1918, Noël suite à la défaite, hein, et un système national d'assurance chômage obligatoire est créé en 27, hein, ce qui est assez, encore une fois, en avance. Déjà fin 19e siècle, Bismarck, bon, qui n'était pas un grand démocrate, bon, mais Bismarck avait construit en Allemagne un système de protection sociale qui finalement avait peut-être quelques imperfections, mais tout le monde reconnaît unanimement que c'était peut-être le système le plus avancé de l'époque. Aux États-Unis, il faudra attendre 1935 et un New Deal bien avancé pour que l'on ait outre la reconnaissance des syndicats, l'indemnisation du chômage comme un fait organisé. Alors, c'est surtout avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la mi-20e donc, que se fait la bascule avec la création de systèmes nationaux de sécurité sociale. Alors, il faut en dire quelques mots avant qu'on se ressente vraiment sur le chômage, parce que il y a quand même des différences, on ne peut pas aller trop vite, il y a quand même des spécificités. Et donc pendant
la Seconde Guerre mondiale, vous avez un homme important qui s'appelle Beveridge en Grande-Bretagne et qui réfléchit à l'organisation structurée d'un système de protection sociale. Et donc il fait un rapport, parmi d'autres, en 1942. Et c'est ce rapport qui servira, alors tout le monde ne prendra pas toutes les conclusions, mais dans les différents pays, il va être une source forte d'inspiration, et chacun, à partir de là, et de son histoire passée, mais accéléré par ce rapport, donc Beveridge va construire un petit peu son propre système de protection sociale, dans lequel on verra que s'inscrira le risque social particulier de l'existence, qui est le chômage. Avant, donc, quelques mots, il faut, ça fait plusieurs fois qu'on parle de salariat, de rapport salarial, il faut se souvenir que le salariat, c'est quand même une institution récente dans l'histoire, ça n'a pas toujours existé, donc c'est consubstantiel du factory system, c'est-à-dire du système de la fabrique qui se met en place dans les pays qui connaissent la révolution industrielle, donc les Britanniques et la France dès la fin 18e, et puis progressivement, voilà, surtout au 19e, de plus en plus de pays. Et il faut savoir également que, aussi bien dans le regard de la société agricole et artisanale de l'époque, qui devient industrielle, et comme dans le regard, le regard de certains penseurs comme Marx, c'est une situation, le salariat, qui n'est vraiment pas enviable. C'est quelque chose d'assez infernal, une dégénérescence à laquelle il faudrait échapper. Vous voyez, on pourrait dire que Marx, au XIXe siècle, écrit principalement sur ces fabriques qui concentrent de plus en plus de personnes, étant en relation de suggestion, de subordination par rapport à un employeur qui travaille contre salaire, avec des cadences, des horaires, une discipline. Et donc ce salariat, c'est vraiment l'objet de l'analyse de Marx, cette condition salariale qu'il voit à travers le prisme de l'exploitation des travailleurs par leurs employeurs capitalistes. Et donc, abolir le salariat, c'est abolir l'exploitation. Voilà. Donc, il y a une congruence entre les deux. Donc, une situation pas du tout enviable. Encore mi-20e en France, par exemple, quand on crée les systèmes de retraite, les indépendants, qui sont plus nombreux en proportion qu'aujourd'hui par rapport aux salariés, ne veulent surtout pas être mélangés avec les salariés dans les caisses de retraite. D'où une des explications de cet éclatement des systèmes de retraite entre, disons, les indépendants et les salariés. Alors, ce n'est pas le seul éclatement, c'est la fonction publique, etc. Mais ce critère est très important entre les indépendants et les salariés. Il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. Bon, alors après, avec l'évolution, les indépendants vont s'en mordre les doigts parce que leurs systèmes de retraite vont être assez rapidement dans un état extrêmement délabré et sous perfusion, et des autres régimes. Et ça, c'est l'héritage, si vous voulez, de ce salariat, poids, un salarié, quoi. On ne voulait pas vraiment se mélanger. Aujourd'hui, à peu près 90% des travailleurs sont salariés et 10% sont indépendants. Et ça, ils n'avaient pas eu la clairvoyance de le percevoir, sinon ils ne se seraient pas séparés, peut-être. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire. En tout cas, c'est une distinction indépendant-salarié qui est très très forte et pas en faveur du salariat en termes de considération. Alors, savoir également que les systèmes de protection sociale qui vont apparaître à partir de la mi-20e, ces systèmes de protection sociale, ils sont assez différents. Il y a un sociologue, Gösta Esping Andersen, qui dans les années 2000, plusieurs articles et ouvrages, a essayé de faire une typologie des états sociaux, et il a distingué 3 modèles, et après dans une autre version, suite à des débats, il a élargi à 4. Alors, c'est parce que c'est là-dedans, il faut qu'on en parle, que se situe le risque social chômage, même si les risques sociaux, c'est plus vaste que le chômage, donc on y inclut la maladie, la vieillesse, la pauvreté, les dépenses autour de la famille, voilà. Alors,
Le logement, voilà, là c'est les grandes catégories économiques. Alors, première famille, ce qu'il appelle l'État-providence libéral. Bon, c'est pas terrible parce que quand c'est pas libéral, c'est quand même totalitaire. Hein. Donc, bon, on va le prendre faute de mieux. Donc, peut-être qu'il aurait pu l'appeler anglo-saxon, mais outre les États-Unis et la Grande-Bretagne, il y a l'Australie, le Canada, le Japon, la Suisse. Donc, ça aurait pas été forcément une bonne étiquette, mais c'est quand même un peu l'idée. Donc, faute de mieux, on prendra libéral. Hein. Et donc là, on a un financement par l'impôt de prestations sous conditions de ressources, universelles, mais très modérées. Hein, l'idée, c'est de faire un filet à minima pour éviter le basculement dans la pauvreté. Hein, mais l'objectif n'est pas un grand progressisme social. Vous voyez aujourd'hui, avec par exemple les débats aux États-Unis autour de l'Obamacare, là, on voit que c'est quand même quelque chose de très très compliqué. À l'opposé, vous avez le modèle dit de l'État-providence social-démocrate, Suède, Danemark, Pays-Bas, Norvège, donc financé par l'impôt également, avec des prestations universelles, mais d'un montant beaucoup plus élevé. Et là, il s'agit d'inscrire cet État-providence dans une démarche plus globale de réduction des inégalités sociales en général. On va largement au-delà de la simple couverture sociale, même à minima. Troisième catégorie, l'État-providence dit assurantiel, Allemagne, Autriche, Belgique, France, qui protège contre les risques sociaux par des cotisations sociales obligatoires. C'est l'originalité, employeurs et employés. Elles sont proportionnelles aux revenus, avec une proportionnalité. Après, il peut y avoir des éléments comme un plafonnement, bon, des choses comme ça, qui atténuent la proportionnalité. Hein. Mais il y a quand même une idée de lien par rapport aux revenus. Des prestations versées proportionnelles en cas de perte des revenus salariaux, et donc une réduction des inégalités horizontale hein, entre ceux qui échappent au risque et vers ceux qui subissent le risque. Donc des bien portants vers les malades, des sans-enfants vers ceux qui ont des enfants, ceux qui ont un emploi vers ceux qui n'ont pas d'emploi. Voilà. La redistribution verticale, ce serait franchement la dynamique redistributive donc qui aurait pour visée de corriger, de réduire la disparité des revenus. Alors en fait, c'est une distinction enfin, pas fragile, mais il faut manière prudence parce que la redistribution horizontale a des effets verticaux, hein, même assez importants. Hein. Alors, un quatrième modèle, par extension, par amélioration plutôt des travaux d'Esping Andersen, et il a isolé finalement un modèle familialiste ou méditerranéen, le terme n'est pas stabilisé, Espagne, Portugal, Italie, dans lequel c'est la solidarité familiale qui est quand même très importante, qui a un rôle central, et elle est complétée par des assurances privées, donc sur une base volontaire, et une protection sociale collective, mais à minima. Donc vous voyez des arrangements institutionnels qui sont variés, hein, puisque le sociologue en distingue 4 grandes familles, alors avec des variantes, voilà, mais en 4 grandes familles. Voilà, je voulais apporter ceci parce qu'on a parlé d'institutionnalisation par la protection sociale au singulier. En fait, il y a au moins 4 grandes traductions. Hein. Alors ça, c'est sur la protection sociale en général. Et si on revient par exemple sur le cas de la France, donc la France est inscrite dans le troisième modèle, le modèle assurantiel, hein, avec des prélèvements obligatoires et surtout des cotisations sociales, hein, plus que des impôts à l'époque. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'au début, la protection sociale, eh bien, ne comprend pas le chômage. Le risque n'est pas dans la panoplie. Et c'est en 1958 que les partenaires sociaux vont proposer au pouvoir public hein, de compléter ceci dans un dispositif qui va créer les anciennes ACEDIC hein, et UNEDIC, Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Hein. Et ensuite, c'est Pôle emploi en 2008 qui va être issu de la fusion entre la NPE, qui est plutôt un bureau de placement, et l'UNEDIC, qui avait plutôt en charge les questions d'indemnisation du chômage.
Donc, cette protection sociale, surtout en France, je dirais, elle est bien ancrée dans le salariat, puisque avec le financement assis sur les cotisations sociales, et donc on les voit apparaître sur le bulletin de salaire, sur les déclarations de salaire des employeurs, et donc il y a un ancrage, y compris physique, quoi, dans le papier carbone ou dans l'ordinateur aujourd'hui, dans les fichiers ordinateurs. Et donc, voilà, vous avez un lien fort avec l'emploi salarié. Et alors, ça ne veut pas dire que tout est parfait par l'extension, puisqu'il y a encore d'énormes trous dans la raquette. Les jeunes qui n'ont pas trop ou trop peu cotisé échappent à l'indemnisation. Les chômeurs en fin de droit, idem. Les indépendants non salariés sont exclus, en tout cas pour la couverture du risque chômage. Alors il était question de leur permettre d'avoir une indemnisation du chômage moyennant une contribution, mais bon, c'est sur quelle base? C'est compliqué, autant pour le salarié, au moins pour ses revenus du travail salarié, ça peut être assez facilement objectivé. Pour les employeurs, ça suppose plus que de la sincérité sur les comptes, et donc pour ces travailleurs indépendants plutôt, plus que les employeurs, c'est l'assiette des cotisations et le lien avec les prestations versées éventuelles, pour un indépendant qui font débat. Et donc en France par exemple, on a séparé assez fortement l'indemnisation du chômage de la situation de prise en charge de la pauvreté, puisqu'on a fléché sur la pauvreté RMI, RSA, prime pour l'emploi, et donc on essaie de distinguer un petit peu tout ça, suivant chômage et pauvreté, même si finalement les prestations pour faire face à la pauvreté sont des prestations qui viennent pallier les carences de l'assurance chômage. Donc il y a un lien, mais au départ, c'est l'objet qui sépare assez nettement les chômeurs des pauvres. Alors, voilà un petit peu cette institutionnalisation dans la création de systèmes, donc au pluriel, vous avez compris, de protection sociale, avec entre autres le chômage comme risque social de l'existence. Et on va voir que un autre aspect de l'institutionnalisation va nous venir des statisticiens. On avait déjà parlé d'eux dans la séance précédente, mais la mesure, le comptage autour du chômage va être un enjeu important, une source de progrès important, et il va permettre de mettre au centre des politiques économiques la lutte contre le chômage. Si on a un objet bien défini et assez bien cerné, il y a plus de chances qu'on puisse avoir des politiques, et des politiques un peu intelligentes. Alors, dans les années déjà 1890, on avait parlé la fois dernière d'une enquête statistique, du recensement plutôt, qui avait permis de préciser la notion de chômage. Et en fait, dans les années 1890, il y avait même une organisation internationale qui va être créée, l'Organisation internationale du travail, qui va fédérer en quelque sorte, mettre en relation les initiatives nationales. Et on connaît surtout le bureau exécutif de l'OIT, qui est le BIT, le Bureau international du travail, puisqu'il fournit des statistiques, des études assez importantes et internationales, encore aujourd'hui, sur la notion de chômage. Cet OIT, cet organisme, donc, va être intégré en 1946 dans le système national dans le système international des Nations Unies, avec tous ces programmes divers et variés, l'OMS pour l'éducation, pour le développement, etc. Et donc, ça va devenir partie intégrante du système des Nations Unies. Et donc, c'est dans ce cadre que l'OIT va développer donc les travaux, et notamment les travaux faits par son bureau exécutif, le BIT. Alors, voyons tout d'abord l'estimation du chômage comme un agrégat au niveau national. Alors, déjà dans les années 30 aux États-Unis, on a l'invention de la technique des sondages
qui va permettre d'aller au-delà d'une simple comptabilité exhaustive des chômeurs, comme on l'avait vu dans le recensement en 1896 en France, même si c'était un progrès. Et on va essayer de bâtir un agrégat macroéconomique, macro-social. Et ce faisant, on va avoir un travail aussi d'objectivation, si vous voulez, un travail scientifique de précision des critères du chômage, de mesure, et donc ça va contribuer, ça va être une étape de plus pour essayer de dépasser les aspects moralisateurs attachés à la notion de chômage. Alors, le chômage comme un agrégat, un nombre de chômeurs, mais également, vous savez, c'est la statistique qui est présente souvent, c'est plutôt le taux de chômage. Alors, pour avoir un taux de chômage, il faut avoir le nombre de chômeurs, mais ce nombre de chômeurs, on le rapporte à la population active, et on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que avoir le nombre de chômeurs c'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors il faut sophistiquer l'indicateur ou le compléter. Par exemple, si vous avez 1 million de chômeurs en France, demain, le gouvernement va avoir une dépense de champagne, je pense, assez extraordinaire. Les journaux vont titrer le retour du plein emploi, enfin ça va être une euphorie générale. Si c'est 1 million de chômeurs demain, mais au Luxembourg, le Luxembourg va être complètement dans une situation presque d'émeute sociale, ce serait une catastrophe. Et si vous avez 1 million de chômeurs demain en Chine, eh bien personne ne le saura parce qu'on ne s'en rendra pas compte. Donc il faut rapporter ça à un indicateur de dimension pertinent du pays, et donc c'est la population active occupée c'est la population active qui va être retenue. Alors justement, si on fait un peu de démographie basique sur les catégories, vous prenez la population totale d'un pays, vous la partagez en 2 blocs, la population inactive, la population active. Et donc la population active, c'est l'ensemble des personnes qui exercent ou qui cherchent à exercer une activité professionnelle rémunérée. Et dans cette population active, vous avez la population active occupée, la population sans emploi, la recherche d'un emploi, également. Donc, dans la population active, vous avez donc les actifs occupés plus les chômeurs. Dit autrement, un chômeur est un actif et non pas un inactif. Donc, population totale, inactif, actif, et dans les actifs, actifs occupés, chômeurs. Et donc, si vous rapportez les chômeurs à la population active, vous avez le taux de chômage qui nous permet de relativiser le nombre de chômeurs au regard d'une grandeur pertinente de la population, qui permet aussi de prendre en compte un petit peu la taille du pays, comme je le disais tout à l'heure dans mon exemple comparatiste entre la France, le Luxembourg et la Chine. Alors, sur le nombre de chômeurs par lequel il faut de toute façon commencer, même s'il ne faut pas ensuite en rester là, c'est la définition du Bureau international du travail qui est la définition importante. C'est lui qui fournit des critères scientifiques à travers les experts et des différents pays membres de l'organisation. Voilà. Et donc ça permet d'assurer aussi une comparabilité. Un seul type de critère pour tous les pays permet d'assurer une comparabilité de la notion entre pays, de faire des comparaisons internationales, même s'il peut y avoir quelques ajustements, quelques mises en œuvre locales des critères internationaux par les organismes statistiques compétents. Bon, on pourrait par exemple pour la France, c'est l'INSEE qui est en charge de mesurer le chômage au sens du BIT. Et bien sûr, ça suppose que les pays disposent d'un appareil statistique fiable, des moyens, des budgets, des personnels formés, et donc tous les pays membres de l'OIT n'ont pas forcément l'égale capacité d'expertise. Mais bon, donc il faut prendre ces chiffres avec toujours une marge d'erreur, de toute façon, en général. Mais enfin, ils donnent quand même au regard des critères, une mesure assez intéressante. Alors, si on regarde ces critères, être chômeur au sens du BIT, au sens du Bureau international du travail,
Cette mesure donc est faite par l'INSEE en France, on l'a dit, et donc il faut être une personne de plus de 15 ans, avec 3 critères. Être dépourvu d'un emploi salarié, dit autrement, ne pas avoir travaillé pas même 1 heure lors de la semaine de référence de l'enquête. Si vous travaillez 2 heures dans la semaine, c'est déjà fichu, vous êtes un actif occupé. Vous n'êtes pas chômeur au sens du BIT. D'accord? Donc, c'est 1 heure qui est la bascule. Donc, si vous travaillez plus d'1 heure, vous sortez du chômage. Deuxième critère, il faut être en recherche d'emploi, mais plus précisément en recherche active d'emploi. Donc, faire des démarches et apporter la preuve des démarches entreprises. Troisième critère, être disponible immédiatement pour occuper cet emploi. Donc, si vous résumez, une personne de plus de 15 ans qui n'a pas travaillé, pas même 1 heure, pas plus d'1 heure dans la semaine de référence, qui est en recherche active d'emploi, pas trop mou, actif, et qui est immédiatement disponible. Donc si vous dites je peux prendre mais je pars 2 mois en congé ou je fais un break et je reviens dans 2 mois ou 3 mois, non, il faut être immédiatement disponible. Si vous avez un emploi et que vous cherchez un meilleur emploi, vous cherchez à changer d'entreprise et vous faites votre recherche tout en étant travailleur de votre ancienne entreprise, eh bien vous n'êtes pas disponible, vous ne serez pas chômeur, vous serez sorti. Voilà. Si vous avez travaillé 4 heures dans la semaine, c'est trop. Vous avez travaillé, vous n'êtes pas chômeur. Même si 4 heures dans la semaine, ça va être compliqué économiquement et socialement. Vous voyez, donc des critères assez serrés, mais bon, à la limite, ils sont les mêmes partout. Et donc, s'ils ont un biais, on l'a dans tous les pays. Voilà. Donc une proposition. Et donc, voir que cette définition du BIT, c'est une définition qui repose avant tout sur un point de vue économique. Donc, un point de vue économique, c'est-à-dire un point de vue qui débouche sur une analyse du chômage en termes de mobilisation des facteurs de production en vue de création de richesse. Au sens où une situation plutôt de chômage va être assimilée à un manque à gagner pour la collectivité. On sous-utilise le facteur de production, travail. À côté de cette logique économique, vous avez quand même 2 autres logiques, 2 autres points de vue sur le chômage. Le point de vue juridique qui fait en négatif du chômage l'emploi, et donc l'emploi salarié, donc là c'est le statut un petit peu qui compte. Et troisième point de vue, le point de vue social, qui est plutôt celui des individus, et donc le chômage est vu comme la cause majeure de la privation de ressources, et par conséquent renferme un potentiel de désinsertion sociale, au sens où j'ai un travail aujourd'hui pour 90% salarié, donc j'ai droit, surtout dans un système français qui assoit la protection sociale par assurance via des cotisations sur le bulletin de salaire, employeur comme salarié. Donc j'ai un emploi, ça m'ouvre des droits, je perds mon emploi, je suis au chômage, je perds peut-être mes droits. Ça, ce sera le drame des années 80 à aujourd'hui. Donc dans une situation pour laquelle nous sommes pour l'instant qui couvre à peu près les 30 glorieuses, le chômage n'est pas très important, on est au voisinage du plein emploi, en tendance, avec quand même quelques petits creux, mais c'est pas la situation d'aujourd'hui, et donc finalement ce point de vue économique est dominant, le point de vue social n'est pas très important, au sens où la pauvreté n'est pas tellement acquise par une perte d'emploi, mais elle est plutôt héritée, et la protection sociale, année après année, arrive à endiguer cette pauvreté héritée, et au moment de la bascule sur le chômage au début des années 80, il y a une confiance relative dans le recul de la pauvreté,
et on pense que le chômage ne va pas durer. Et là, les catégories vont changer, les problématiques de chômage et de pauvreté vont à nouveau se rencontrer, et on va quitter la période des Trente Glorieuses. Donc, il s'agit dans cette logique du BIT, de ce point de vue économique, de s'intéresser à la main-d'œuvre effectivement qui concourt à la production. Voilà. Et par contre, vous voyez, ce qui sera notre grand C, quand le contexte économique va changer, où le chômage va monter, la précarité, le chômage de longue durée, on va se retrouver avec un télescopage avec les points de vue, en tout cas le point de vue social, et la désinsertion sociale sera un thème travaillé donc par des sociologues en termes de disqualification sociale pour Serge Pogam ou en termes de désaffiliation sociale pour Castel. Donc c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire une description du processus qui va de la perte d'emploi à la perte du lien social, quoi, à l'exclusion sociale. Donc une situation acquise, une pauvreté acquise partant de la perte d'emploi et d'un chômage qui dure, quoi, et qui peut basculer sur un segment de l'emploi parfois plus fragile, plus précaire. Donc ça ce sera pour là où les fois prochaines. Et donc il faut bien voir que on est dans une période un peu où un mythe se met en place, c'est le mythe du plein emploi. Donc ce sera notre petit B, la séance suivante, et donc nous verrons comment ce chômage qui dans les Trente Glorieuses devient bien mesuré, bien cerné, cette situation où le chômage ne se confond pas avec l'emploi, ne se confond pas avec l'inactivité, où les trois notions sont relativement distinctes, eh bien ça va ouvrir la porte à la recherche du plein emploi par des politiques de l'emploi très actives, hein, et apparemment un succès. Alors bon, certains vont dire, vu le peu de chômage qu'il y avait, c'est quand même un succès très relatif. C'est une autre paire de manches de mener des politiques de l'emploi aujourd'hui. Le contexte a complètement changé, et peut-être que d'ailleurs une des difficultés pour aujourd'hui, c'est qu'on essaie de penser le temps présent et surtout l'avenir en regardant toujours d'un œil nostalgique dans le rétroviseur, plus ou moins fréquemment, face à un mythe d'un plein emploi sur une période de Trente Glorieuses qui, jusqu'à présent, a été quand même l'exception dans l'histoire plutôt que la règle. Et donc, ça nous amènera sur des réflexions, et d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls, sur la notion de plein emploi, et d'ailleurs les différentes significations que peut avoir cette notion. Voilà, donc ça ce sera pour une direction pour les séances à venir, et donc je vous souhaite un bon visionnage, une bonne semaine, et que nous retrouvions donc pour un cours numéro 5 où nous prendrons la suite de cette institutionnalisation du chômage. Allez, au revoir.